Allez, bonjour Roland Tonéikès. Carole Olaye, bonjour. Voilà, en attendant de retrouver Marc Goudjanou qui va connaître un léger retard sur ce plateau, nous allons démarrer avec vous, Roland, l'analyse de ce jour. Mais j'ai vu sur votre statut ce matin l'anniversaire de votre épouse. Je lui souhaite sur ce plateau joyeux anniversaire parce que c'est l'une de nos fidèles téléspectatrices en ce jour où vous souhaitez, Madame Tonéikès, une bougie de plus. Nous vous souhaitons tout le bonheur que vous méritez et que Dieu vous ouvre les portes de l'élévation. Tout le bonheur pour ton épouse Roland Tonéikès et je te permets sur ce plateau de lui dire combien de fois tu tiens à elle. Ah oui. Bon, j'ai jamais été célébré comme ça, comme elle sur le plateau un matin comme ça. De toute façon, oui, c'est vrai, c'est l'anniversaire de mon épouse en ce jour 1er avril 2025. C'est pas un poisson d'avril, c'est un anniversaire, concrètement. Alors, je tiens à lui dire joyeux anniversaire. Je rappelle que c'est elle qui, quand même, me rappelle alors le plus souvent quand je vais virer à gauche ou à droite, en m'écartant peut-être du bon sens, parfois parce que l'homme il n'est parfait. Je tiens à lui dire joyeux anniversaire, lui dire merci pour tout ce qu'elle représente dans ma vie, pour tout ce qu'elle fait pour mon évolution, parce que les matins, je ne le cache pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui me rappelle chaque fois, ne t'écarte pas de la personne que tu es, reste digne, reste convaincant dans tes analyses, c'est encore elle. Et c'est elle qui me dit toujours, écoute, la conviction, ça paye toujours, la sincérité, ça paye toujours, et la probité, ça paye toujours. Les intérêts du moment, ça passera, parce que tout est éphémère. Un véritable soutien donc. Un véritable soutien. J'avoue que tous les matins, quand je m'habille pour partir, c'est elle qui me dit, oui, bel homme, n'oublie pas qui tu es. Ça, je le dis ouvertement, je tiens à lui dire merci. Joyeux anniversaire à toi, merci pour l'amour, je t'aime de tout mon cœur, et tu le sais très bien. Voilà, c'est ça j'attendais. J'attends beaucoup de toi également, et tu sais très bien que ma prière, c'est que Dieu t'inspire davantage à être cette femme modèle que je souhaite avoir, et que Dieu m'inspire davantage à être cet homme modèle que tu souhaites avoir, cet homme exemplaire, ce modèle dans la société que tu souhaites avoir, en qui tu as cru. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Merci pour tout, et que Dieu nous garde pour la suite. Voilà, nous allons démarrer maintenant l'analyse proprement dite avec le quotidien Dynamisme Info. Dynamisme Info qui titre ce matin « Duo commun avec le pouvoir pour 2026 ». L'éventualité à laquelle le parti Les Démocrates doit se soustraire. Roland Tonéikès, oui, êtes-vous d'avis? Je crois que il y a quelques jours, j'ai dit sur ce plateau que le candidat de 2026, celui qui devra être président de 2026, doit être ce pacificateur, cet homme conciliant qui unit les Béninoises et les Béninois. Qu'on le veuille ou non, il y a une certaine situation, une certaine divergence au sein de l'opinion politique et publique aujourd'hui au Bénin. Et donc, celui que nous aspirons à avoir en 2026 doit être celui-là qui fasse l'unanimité, qui soit en mesure de parler à Joël Ivor, Ricky Amadougou, à Sébastien Diavon, Léa Dissoglo, Komi Kouché, que celui-là qui puisse dire oui à Patrice Talon, tu as bien fait à la tête du Bénin, mais je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux que nous puissions nous réunir pour travailler ensemble également. Celui-là qui doit pouvoir aller librement voir Boni Yahi, qui ne soit pas seulement redevable à Patrice Talon parce que peut-être il a été dauphin ou bien il a été la continuité du pouvoir en place, non. Mais celui-là qui, dès 2026, quand il est président de la République, qu'il soit libre d'aller voir Boni Yahi ou Nissé Soglo, que Patrice Talon peut-être qui a été peut-être son mentor, ne lui disent pas non, tu ne veux pas aller là-bas, ou bien tu ne dois pas parler à Ricky Amadougou, tu ne dois pas les libérer, tout ça, non. Je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Et donc, dans ce choix-là, dans cette quête de cet homme qui doit être pacificateur, conciliateur, unificateur, il va falloir peut-être mettre de côté ces considérations-là, parce que j'estime que oui, véritablement, on peut en arriver à avoir un homme qui fasse l'unanimité, que ce soit de l'opposition de la mouvance. C'est arrivé déjà dans l'histoire, qu'à un moment donné, la personne
soit quand même peut-être de la mouvance ou bien de l'opposition, et que peut-être des gens dans l'opposition jugent utile de voter pour cette personne, ou des gens, quelqu'un de l'opposition ou des gens de la mouvance jugent utile de voter pour cette personne, parce que se retrouvant complètement dans les idéaux que défend cette personne. Et donc j'estime véritablement que l'éventualité d'un candidat, il n'y aura pas de candidature unique à proprement parler, il faut qu'on soit clair quand même, hein. Mais on peut en arriver à un moment donné où on a un candidat de l'opposition, où des gens de la mouvance disent « je préfère celui-là que celui que la mouvance, nous, au niveau de la mouvance, on nous propose ». Ça peut être quelqu'un de la mouvance, et des gens de l'opposition peuvent dire, évidemment, ce n'est pas de la trahison, c'est juste une lecture de la situation. Pour dire, mais dans ce que nous voulons régler là, ce que nous voulons faire là, entre ce que les gens nous proposent dans notre camp là et ce que l'autre propose là, est-ce que ce n'est pas mieux, pour l'intérêt supérieur, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on aille du côté de l'autre? Et il revient à celui-là de comprendre que ce n'est pas parce que les gens le soutiennent du camp de l'opposition, de la mouvance, que quand il vient, il doit satisfaire tout le monde. Il est là pour l'intérêt général parce qu'on a besoin de quelqu'un qui, après les réformes qui ont fait grincer les dents, avec un certain nombre de choses, tout ça là, je pense véritablement que ces personnes-là, on a besoin de quelqu'un qui viennent quand même mettre un peu de paix. Hein. Je ne dis pas que la paix est menacée, je ne dis pas que nous sommes en guerre, mais qu'à un moment donné, qu'il y ait des situations qui rassurent les uns et les autres de ce que, qu'on se rappelle le bon vieux temps bénin, qu'on se rappelle que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous béninois, pas qu'aujourd'hui, c'est à proprement parler clairement ça, mais quand même on peut être, si on veut être honnête, hein, et même au sein de la mouvance, c'était pas mieux, sont unanimes là-dessus sur la question. Ils ont quand même des gens de l'autre côté avec qui ils ne peuvent pas parler aussi facilement, il y a des difficultés. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un tel personnage. Et donc j'estime qu'on peut avoir une éventualité de ce genre où, oui, les partis démocrates peuvent avoir un candidat et des gens de la mouvance viendront soutenir. Et d'ailleurs, vous savez très bien que nous, quand on tend vers la fin des régimes, il y a des gens de la mouvance quand même qui vont quand même... Ça, c'est un autre cas. C'est-à-dire que c'est dénué de... Il n'y a pas de conviction en la matière dans ce sens. Mais il y a des gens qui seront convaincus sur les idéaux, ce que défend ce candidat pour dire, lui, je pense que c'est le meilleur pour nous. On a vu, hein, en 2016, même si ce n'est pas le même schéma qu'aujourd'hui, qu'il y avait quand même des candidats pour l'opposition, des candidats pour la mouvance. Et pourtant, à un moment donné, certains ont préféré aller vers Patrice Talon pour estimer que c'est lui qui est le meilleur candidat. Bon, je ne vais pas reprendre les propos du candidat Zanaï qui nous a présenté Patrice Talon comme étant le meilleur candidat. On a vu Nicéphore Soglo quand même qui est allé vers Patrice Talon, pendant que son fils est allé avec le PRD vers Lionel Zissou. On a vu Roudé et sa clique, je ne sais quoi, je ne vais pas les répéter, mais qui sont allés vers Djavon. Donc on a pu voir, mais si le président Soglo, en tout cas, est allé vers Patrice Talon, ça a été un élément de taille dans la balance de ce côté-là. Donc c'est pourquoi je dis que oui, l'éventualité, cette éventualité, en tout cas, c'est pas à exclure. Maintenant, pourquoi vous partagez un avis contraire par rapport à la lecture du quotidien? Pourquoi, selon vous, ce sera une éventualité à laquelle le parti, les démocrates, doit se soustraire? Écoutez, le journal Dynamisme Info a son point de vue. Laurent Tonnet-Inquès a son point de vue. Et qu'est-ce qui justifierait ce point de vue-là en tant qu'analyste politique? D'abord, je rappelle, je précise encore qu'il sera impossible d'avoir un candidat unique. D'accord? Il sera impossible d'avoir un candidat unique. L'opposition va proposer sa candidature. Les mouvanciers vont proposer leur candidature. Ça peut être un candidat ou deux candidats, deux dieux de candidature. Sauf que je dis qu'il peut y avoir un candidat de l'opposition qui soit soutenu par des barons de la mouvance. Juste parce qu'on estime que pour ce qui nous attend après 2026, voilà la personne qui peut mieux faire. Même celui qu'on propose dans notre camp ici, en réalité, ce n'est pas évident qu'il soit à la hauteur de la tâche qui attend. Et je l'ai dit, la tâche qui attend, c'est quoi? Patrice Talon a fait des réformes qui ont fait grincer les dents aux Béninois. Patrice Talon a fait un certain nombre de choses. Des gens sont peut-être malheureusement en prison ou en exil. Et il faut quand même remettre le compteur à zéro. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, voulons-nous quelqu'un qui en 2026 dira
oui, écoutez, on continue, ils n'ont qu'à moisir en prison, ils n'ont qu'à moisir en exil. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un comme ça en 2026? Je pense que non. Donc, un candidat de la mouvance aujourd'hui, en qui les gens voient cette volonté de remettre le compteur à zéro, peut faire le choix, en tout cas, peut être à recevoir l'adhésion de certains opposants du Parti des démocrates. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, est-ce qu'on doit être campé sur sa position aujourd'hui pour dire opposition, c'est seulement nos militants qui vont voter pour nous? Ce n'est pas ça le problème. Le seul dont on a besoin aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fasse l'unanimité, que ce soit du côté de l'opposition ou de la mouvance. C'est-à-dire qu'il peut être combattu par un courant de la mouvance, même si c'est de l'opposition. Mais que des gens de l'opposition trouvent en cette personne-là la personne idéale qui peut régler les problèmes auxquels nous avons été confrontés, que nous dénonçons parfois, et que les gens estiment que peut-être c'est de l'exagération. Moi, j'estime, je le dis clairement, Rick Amadou Jouet, il va aujourd'hui en prison jusqu'à l'heure où nous parlons là. Quel est l'intérêt pour nous, Béninois? Véritablement, on dira qu'ils ont enfreint la loi, d'accord. Bon, on sait très bien que tout est parti des intrigues politiques. Mais véritablement, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, par exemple, de régler cette situation? Donc, on a peut-être quelqu'un, le chef de l'État l'a dit dans son interview avec Jeune Afrique, oui, peut-être il revient à son successeur de voir s'il faut les libérer ou pas. Bon, s'il le dit, ça veut dire que lui ne veut pas le faire. Mais on a besoin de quelqu'un qui vienne, parce que, à proprement parler, on dira que oui, ils ont enfreint la loi, ils ont fait ci, ils ont ça, mais la première personne avec qui ils ont eu affaire, c'est Patrice Talon. Hein. La première personne qu'ils ont, parce que dans leur élan de vouloir être candidat ou de prendre des décisions ou de faire des déclarations, c'est qu'ils ont voulu défier Patrice Talon à un moment donné. Et il n'a pas accepté ça, il n'a pas supporté ça. Donc après ça, les intrigues politiques ont commencé et ça a conduit à ce que nous avons connu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui viendra au pouvoir, quel intérêt aura-t-il à les maintenir en prison? Quel intérêt aura-t-il à voir Sébastien Adjavon encore en exil, alors qu'il est quand même, comment vous appelez, un opérateur commis par des moyens dans notre pays, et depuis qu'il est parti? Écoutez, vous circulez, vous voyez beaucoup de personnes qui ont travaillé à Kajaf, Commune et autres, là, qui aujourd'hui sont à la maison et qui se plaignent tout le temps. Les médias qu'il avait, tout ça, là, les journalistes que nous connaissons, malheureusement, de ces médias, aujourd'hui, ils sont où? La dernière fois, quand je prends le cas de Joël Yetonji qui a fait un accident, si Sébastien Adjavon était ici, je suis sûr qu'il allait être pris en charge autrement. Peut-être que si Adjavon était là, qu'il avait été bien payé, il ne serait même pas sur moto au point de faire un accident où on lui coupe un pied. Donc, peut-être qu'il aurait déjà sa voiture. Ça dépend. Donc, j'estime que véritablement, on a besoin de quelqu'un qui remette le compteur à zéro en 2026. Et celui-là peut être issu de la mouvance et avoir l'adhésion des gens de l'opposition, comme il peut être de l'opposition et avoir l'adhésion des gens de la mouvance. Donc, cette éventualité, on ne va pas mettre ça de côté. Parce que c'est un Béninois après tout. Et le Béninois, n'importe quel Béninois aujourd'hui. Écoutez, il y a peut-être un citoyen quelque part que vous ne connaissez peut-être pas aujourd'hui, qu'on va mettre dedans, là maintenant, banalement. Et les gens vont dire, mais écoutez, c'est pas mieux qu'on calme le jeu et qu'on aille voter pour cette personne-là. Parce qu'on a besoin d'État. Donc moi, je pense que cette éventualité n'est pas à mettre de côté. Ce n'est pas... Je pense véritablement qu'il ne faut pas se comporter, genre, comme si, bon, et le Bénin, il y a le Bénin des démocrates à part, et qu'il y a le Bénin, comme vous appelez, le Bénin des démocrates à part, le Bénin des mouvanciers, le UP à part, le Bénin du BR à part. Je pense qu'il faut travailler à éviter ce tas de choses. Parce que, à proprement parler, à tenir compte de ce titre de Dialogue Info, c'est de croire que le Bénin des démocrates est à part et le Bénin des mouvanciers est à part. Non, c'est le même Bénin. C'est le même Bénin, voilà votre avis. Bonjour Marc Goudjanou, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue à toi. Oui, bonjour Carole, bonjour Laurent, bonjour à tous Marc Goudjanou. les amis téléspectateurs et internautes. Voilà, tu pourras constater à l'écran le thème dont nous débattons tout à l'heure, duo commun avec le pouvoir pour 2026, l'éventualité à laquelle le Parti Les Démocrates doit se soustraire. C'est Dynamisme Info qui en parle. Votre lecture? Oui, ce serait quand même irréaliste, et sauf cataclysme, de pouvoir avoir un duo commun avec le pouvoir en place, c'est-à-dire avec les deux grands partis de la mouvance présidentielle. Et donc, il faut comprendre dans l'État que, d'abord, l'actuelle politique
que mène le pouvoir en place, y compris même les grands ténors des grands ensembles de la mouvance présidentielle, ce sont des combats et des langages qui ne prêtent pas ou bien qui ne donnent pas normalement une ouverture jusqu'à ce que la classe politique de l'opposition aujourd'hui puisse dire qu'il puisse quand même essayer de faire un deal entre les partis de la mouvance présidentielle. C'est vrai qu'en politique, on dit tout est possible. Tout est possible, c'est vrai, parce qu'il y a certains acteurs qui se trouvent forcément au niveau de l'opposition aujourd'hui qui sont déjà ou qui veulent déjà tendre la main déjà au parti de la grande mouvance présidentielle, c'est-à-dire pour 2026. Et donc, à travers ces leaders-là, on peut déjà sembler observer qu'il y a en réalité une envie, d'accord, de certains qui ont toujours fait du marchandage politique, qui sont toujours restés dans des jeux politiques, surtout à l'approche de certaines élections qui sont souvent clés, comme l'élection présidentielle par exemple qui vient en 2026. On voit déjà tout ce qui est en train d'être observé. Ceux-là aujourd'hui qui se réclament de l'opposition, on les a trouvés dans une autre posture, dans un passé récent. Et donc, à un moment donné, on se demande, est-ce que à la fin, puisque n'oublions pas, quand Yahi était là, d'accord, Talon était à ses côtés. Ils étaient de bons partenaires d'affaires, je dirais, et pas seulement d'affaires, de partenaires politiques. Et on a compris avec quel imbroglio il y a eu, quel schéma il y a eu, quelle situation confuse il y a eu entre eux jusqu'à ce que les bruits sont nés. Mais finalement, ils sont revenus à la table de négociation avant les élections de 2006. Et donc, on comprend en réalité que ce sont deux acteurs qui étaient opposés par rapport forcément à des intérêts donnés, que ce soit des intérêts financiers, que ce soit des intérêts politiques. C'était ces intérêts-là qui les divisaient beaucoup plus. Et aujourd'hui, par la force des choses, avec la victimisation de Patrice Talon à l'orée de l'élection, Patrice Talon a pu prendre le pouvoir depuis. Et donc, aujourd'hui, Yahi Boni se retrouve dans une posture où il est obligé, du moment où même son parti qui était FCBE à un moment donné lui a été arraché finalement et que c'est Paul Nkpé qui dirige ce parti, qui se réclame de l'opposition mais qui n'est plus une opposition, puisque lorsque vous dites que vous êtes de l'opposition et déjà vous demandez à ce que les partis de la grande mouvance vous soutiennent, vous donnent le parrainage déjà, essaient de vous donner le parrainage pour les élections, ça montre en réalité que vous n'êtes pas un parti d'opposition. Et aujourd'hui, Yahi Boni, dans sa position, en tant que leader du plus grand parti de l'opposition, je veux parler des démocrates aujourd'hui, on ne s'imagine pas dans une posture où il va pouvoir quand même fédérer avec Patrice Talon pour les élections de 2026, parce que déjà, même avant ces élections, vous voyez combien de barrières institutionnelles sont en train d'être déjà mises en place pour pouvoir quand même empêcher un certain nombre de partis de pouvoir quand même essayer de se représenter pour les élections présidentielles. Et mis à part ça, Patrice Talon a été clair dans certains de ses propos ces derniers temps en ce qui concerne l'audit électoral et également en ce qui concerne le code électoral. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas fléchir sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de dispositions d'accords qui fâchent en ce qui concerne le code électoral ou l'audit du fichier électoral. Et donc, même aujourd'hui, lorsqu'il met, par exemple, les moyens à la disposition de ce comité, par exemple, qui doit auditer le fichier, vous voyez, il le fait, mais il pose déjà ses conditions. Il dit, vous devez travailler, mais vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas aller faire ça, parce que vous ne viendrez pas mettre en doute les réformes institutionnelles que j'ai mises en place. Et donc, ça montre déjà sa posture par rapport à sa succession. Et donc, et même lorsque vous l'écoutez, c'est que, c'est vrai, dès qu'il dit, les gens ne prendront pas comme parole d'évangile le fait que le chef de l'État dise qu'il pourrait avoir peut-être le même candidat que le parti de l'opposition. Il le dit, il sait pourquoi il le dit. Pas forcément parce qu'il le veut, non, pas parce qu'il le veut, même parce qu'il a sa politique et il veut montrer en réalité sa bonne foi à ce que peut-être que pour les élections qui viennent, il pourrait avoir un candidat sur consensus des deux partis, c'est-à-dire les partis de la grande mouvance présidentielle et les partis de l'opposition, ce qui est irréaliste lorsqu'on voit toutes les successions, en tout cas
les successions d'événements qui ont eu lieu ces derniers temps-ci, ce serait quand même pas alchimie. Même si on parle de politique, on parle de jeu politique, on parle d'intérêt, c'est vrai qu'il peut arriver à des moments donnés. Mais c'est comme si vous demandez à ce que, à un moment donné, Joe Biden et Donald Trump s'unissent pour pouvoir quand même trouver un candidat unique pour les élections. C'est presque impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ce ne serait pas parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est à la recherche du pouvoir. Et c'est le leitmotiv des partis de l'opposition aujourd'hui. Ils veulent arracher le pouvoir parce qu'ils ont vu que pendant tout le temps, il y a eu un certain nombre d'événements qui a fait qu'à un moment donné, ils n'ont pas participé. Ils ont été écartés de certaines élections. Il y a des dispositions institutionnelles qui ont été mises en place pour pouvoir les écarter. Même au niveau du code électoral, il y a des dispositions qui ont été mises en place pour pouvoir quand même limiter la participation d'un certain nombre de leaders peut-être aux élections. Et donc, ça fait un certain nombre d'éléments où aujourd'hui, même si l'opposition décidait de se retrouver en accord avec les partis de la mouvance pour pouvoir proposer un candidat, je pense que ce serait mal vu par tout le peuple. Ce serait très mal vu et cela confirmerait la question de l'intérêt qui préoccupe beaucoup plus les acteurs politiques, où la plupart d'eux n'ont pas une idéologie bien fondée qu'ils défendent du début jusqu'à la fin et sont toujours concentrés sur les calculs politiques, ce à quoi on a toujours assisté, ce sur quoi on les a toujours vus. Et ne vous étonnez pas qu'à la veille des élections, vous verrez peut-être des acteurs de l'opposition, par exemple, aller soutenir le candidat de la mouvance présidentielle. Ça arrivera, que ça ne vous étonne pas que vous verrez à la dernière minute des leaders de la mouvance présidentielle aller soutenir des partis de l'opposition. On l'a déjà vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et donc, cette tractation politique ne présage pas forcément qu'il y aurait quand même un duo commun pour le pouvoir de 2026. Oui, je voulais peut-être revenir pour préciser très rapidement. Que ce qu'on doit comprendre, c'est que les élus de la mouvance ne peuvent pas parrainer les candidats de l'opposition. Et c'est pareil pour les élus de l'opposition, ils ne peuvent pas parrainer le candidat de la mouvance. Sauf que, oui, sur le terrain, comme je l'ai dit, d'abord, il n'y aura pas de candidature unique, c'est impossible. À la date, c'est impossible. Mais il peut y avoir des candidatures qui fassent l'unanimité avec certains acteurs de deux camps, en réalité. Et donc, on ne peut pas exclure ça. En réalité, c'est pas parce que vous êtes candidat de l'opposition que parce que demain, quelqu'un de l'opposition, quelqu'un de moi vient vers vous pour dire, bon, je vous soutiens et vous rejetez. Non, parce que, j'ai chuté tout à l'heure en le disant, le Bénin des démocrates n'est pas différent du Bénin des UPR ou je ne sais quoi, du BR. Donc, à un moment donné, on va voir ce schéma-là, mais ça ne veut pas dire que c'est un candidat commun. Ce n'est pas possible. Voilà, nous allons poursuivre avec Matin Libre. Matin Libre qui reste dans la même veine pour parler de la désignation des duos pour la présidentielle mouvance et opposition se fouvoir. Marc Goudjanou. C'est vrai, je pense que la plupart des acteurs politiques, que ce soit au niveau de la mouvance présidentielle qu'au niveau de l'opposition, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de pouvoir décider, qu'est-ce qu'ils sont en train de pouvoir prévoir quand même pour les élections qui viennent. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est sur le qui-vive, je dirais, et dans la méfiance, et dans l'observation, dans le renseignement. Et donc, ça amène beaucoup d'acteurs politiques, surtout les leaders au niveau de ces grands ensembles, à pouvoir se méfier. Et le chef de l'État l'a dit, il a été clair, c'est que son candidat serait connu à la dernière minute. Et donc, ça veut dire qu'il y a même des leaders au sein de ces partis aujourd'hui, de la grande mouvance présidentielle, qui n'ont aucune idée du duo présidentiel qui naîtra au sein de la mouvance présidentielle. Ils n'en ont aucune idée. Et donc, ça, au niveau de l'opposition, je pense que c'est la même inquiétude où il falloir trouver le duo qui va quand même faire l'adhésion de tout un peuple. Et donc, il est important pour chaque acteur politique quand même de pouvoir tenir compte des aspirations du peuple. Parce qu'en réalité, quelle est l'aspiration actuelle du peuple béninois en ce qui concerne, par exemple, les candidats qui viendront en 2026?
c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes que Patrice Talon n'a pas pu résoudre, qui sont des problèmes liés, par exemple, à l'aspect social, par exemple, où aujourd'hui même les statistiques montrent qu'en réalité, que le pouvoir d'achat du Béninois est très faible et que le panier de la ménagère souffre énormément. Ça, c'est la moindre des réalités que tout Béninois peut constater. Hier, banalement, j'étais avec un Zim, parce que j'étais un peu fatigué, j'ai pris un Zim et j'ai échangé avec lui. On reconnaît les efforts que le chef de l'État a fait en matière de réalisation d'infrastructures, même s'il y a une gestion peut-être opaque en ce qui concerne les données financières liées, en tout cas liées à la réalisation de ces infrastructures-là. Il y a peut-être un peu d'opacité, mais ils reconnaissent quand même qu'il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites et qui quand même militent en faveur du chef de l'État. Mais en ce qui concerne le volet social, c'est quand même presque inexistant. C'est vrai qu'on nous a promis que des efforts seront faits, mais ces efforts, on ne les sent pas. Et donc, ça fait partie peut-être des vecteurs sur lesquels les partis de l'opposition peut-être vont pouvoir s'appuyer pour pouvoir quand même essayer de convaincre la plupart des populations. Et donc, c'est de bonne guerre parce que ce n'est pas facile quand même de pouvoir trouver le candidat idéal sans que cela ne passe pas. Parce que la réalité est que la plupart des acteurs politiques aujourd'hui, que vous les prenez au niveau de la mouvance présidentielle, qu'au niveau de l'opposition par exemple, c'est la vieille classe. C'est toujours les mêmes qui reviennent généralement. Et c'est toujours les mêmes qui sont autour du chef de l'État qu'on arrive à choisir. Les mêmes qui sont avec Patrice Talon aujourd'hui, ce sont les mêmes qui étaient avec Boni Yayi. Et c'est même qu'aujourd'hui, vous allez les retrouver encore du côté du nouveau président qu'on va essayer d'élire. Et donc, il va falloir quand même essayer de trouver un duo qui puisse quand même essayer de trouver le juste milieu entre les besoins du peuple, entre l'ambition, d'accord, de pouvoir faire du Bénin une nation prospère, une nation qui répond également aux mêmes réalités, aux mêmes normes que la Côte d'Ivoire, par exemple, que le Ghana, qu'on ait quand même une expansion au niveau du pouvoir d'achat, au niveau du PIB également, et qu'on ressente cela également dans la réalité. Et donc, c'est à ça on aspire beaucoup plus. Les gens diront, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réalisations sous Patrice Talon, mais n'oublions pas également qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Lorsqu'il y a beaucoup de réformes qui existaient, par exemple, qui ont été totalement dissoutes, il ne faut pas oublier, lorsque je prends, par exemple, le cas des dialysés, par exemple, qui aujourd'hui, même s'il y a eu des avancées en ce qui concerne la fourniture du matériel qu'ils doivent utiliser pour pouvoir le faire, mais la subvention n'est pas totale. Et donc, il y a beaucoup de Béninois qui en meurent. Lorsque vous prenez le volet santé, par exemple, le volet éducation, où il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être faites aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'insuffisances aujourd'hui sur lesquelles les duos, en tout cas de chaque côté, par exemple, peuvent s'appuyer quand même pour pouvoir essayer de convaincre la population. C'est vrai que ça ne sera pas tâche facile et j'espère que chaque acteur à son niveau est en train de prendre du recul afin de pouvoir faire un choix qui puisse quand même leur permettre quand même de pouvoir venir à la tête du pays en 2026. Alors Roland Tonné-Ikes, comment ou en quoi les deux partis, celui de l'opposition et celui de la mouvance, se voient-ils? Oui, il faut quand même regarder un peu, analyser l'écosystème, comment est-ce que la politique se fait aujourd'hui. D'abord, on nous a opposé en fait une loi qui fait état de ce que c'est à 6 mois des élections qu'il faut proposer les candidatures. Et chaque fois, on voit des noms circuler, on voit des gestes, on voit des signes, et puis après, on voit que tous les regards sont détournés de ces images, de ces personnalités, et en même temps, on voit d'autres noms circuler. Donc, ça veut dire que oui, au sein de la mouvance ou de l'opposition, il y a un problème. C'est-à-dire, personne ne veut prendre le risque de dire, voilà mon candidat. Personne. Et même, toutes les fois où les gens tentent parfois aussi de se désolidariser de la masse pour dire, je veux être candidat, vous allez voir qu'automatiquement, il y a des effets d'action que peut-être pour étouffer ses ambitions ou ses visions, là où ses volontés. Nous avons parlé hier d'Adambi, par exemple. Je parlerai du Parti des démocrates.
d'un certain Achille Loko qui a annoncé être candidat pour la primaire du Parti des démocrates. Et au lendemain, automatiquement, le parti a sorti un communiqué pour refuser l'utilisation des attributs du parti. Donc, pour montrer clairement que les deux camps s'observent. On se dit, si on annonce le nom maintenant, est-ce qu'en même temps, ce ne serait pas attaqué? Les autres aussi sont dans la même dynamique. Et dans ce cas de figure, ils se trompent en réalité. Ils se trompent, c'est-à-dire, on envoie peut-être les démocrates sur une piste et ils vont peut-être commencer par croquer ça, bon, peut-être s'acharner sur ça automatiquement. Les démocrates aussi envoient quelque chose et les autres s'acharnent sur ça automatiquement. Et puis après, finalement, on voit que rien de concret. Et on revient, on attend encore. Donc c'est un peu ça, oui, je pense que oui. Les deux camps se pourvoient véritablement à l'heure où nous parlons. Et on attend, moi je me demande jusqu'à quand est-ce que ça va durer. Jusqu'à quand est-ce que ça va durer. Parce que véritablement, plus le temps passe, on est quand même, hein, il ne reste que 10 mois pratiquement à proprement parler pour que Patrice Talon finisse sa mission à la tête du Bénin. Et dans cette dynamique-là, on se pose la question de savoir quand est-ce que... Parce qu'on a dit hein, qu'on a lu il y a quelques jours, quelques semaines, qu'un parti proposera son duo déjà en mai 2025. Attendons de voir si véritablement ça va être le cas. Mais je pense que les deux, je suis d'accord avec Mathilde ce matin, oui, les deux camps se fourvoient. Et personne n'a le courage d'aller sur le terrain, de dire, bon voilà mon candidat, mon dieu de candidature pour le moment. On s'observe, on analyse, on prend du recul, on prend une décision, on revient là-dessus. Beaucoup de noms ont déjà circulé au niveau de la mouvance aujourd'hui. Beaucoup de noms ont circulé. Et après, vous allez voir qu'au fur et à mesure, certains noms sont éliminés au fur et à mesure, un à un. C'est-à-dire, soit d'autres ont eu des difficultés, ont eu des situations où qu'ils ont mis en difficulté, soit d'autres ont été purement et simplement étouffés. Il y a d'autres qui ont des ambitions acquis, peut-être qui ont reçu peut-être la consigne ferme de ne pas tenter de se déclarer. Donc, il y a ces aspects-là. Et quand vous allez au niveau de l'opposition également, il y a que... Et c'est ça le drame en réalité des deux camps. Les deux camps ont un problème. Le problème, c'est deux personnalités. Les deux personnalités, c'est Patrice Talon et Boni Yayi. Vous ne pouvez pas faire un choix au niveau du Parti des démocrates sans tenir compte de la vie de Boni Yayi. Malheureusement, ça ne marchera pas. Écrivez ça quelque part. Et vous ne pouvez pas faire un choix au niveau de la mouvance sans tenir compte de la volonté de Patrice Talon. Ça ne marchera pas. Et cette situation entre les deux personnalités depuis 2011-2012, c'est ça qui est la continuité de ce que nous vivons depuis 2016, malheureusement. Patrice Talon réfléchit à poser des actes pour ne pas se faire rattraper par Boni Yayi, parce que le match 2016 a été un match assez fatidique. Et Boni Yayi cherche à tout moment, malheureusement, hein, sa revanche, c'est humain. Il cherche sa revanche. Quel candidat on peut proposer aujourd'hui qui va faire mal pour prendre le pouvoir en 2026 au mouvancier? Et Patrice Talon aussi ne se laissera pas faire. Donc, des deux côtés, c'est le problème que nous avons. Le problème, c'est les deux personnalités, Boni Yayi et Patrice Talon. Si on enlève Patrice Talon et Boni Yayi du jeu politique aujourd'hui, vous allez voir que le jeu est fluide et les gens, les acteurs seront libres de parler, ils seront libres d'aller sur la scène, de se mettre en valeur, tout ça là. De se défendre. Mais au niveau de la mouvance, vous ne pouvez pas. Si vous osez aujourd'hui, soit vous savez un peu ce qui est arrivé avec la Dambi. Et du côté de Boni Yayi également, si vous venez et que vous n'êtes pas dans son schéma, dans sa vision, vous avez beau travailler, être populaire, si ce n'est pas ce que lui veut. Parce que lui aussi, il aura son mot à dire, son schéma pour dire, voilà celui sur qui je peux compter et qui pourra faire bien l'affaire pour moi. Et à cause de ça, les deux, quand on s'observe, chacun essaie de réfléchir, ils font tout, en tout cas fait de tout bois, les deux personnalités, pour s'imposer dans le choix, malheureusement, de ce qui va se passer en 2026. Et ça, je me demande si l'impact sera meilleur véritablement pour nous. Est-ce que ça ne va pas être encore une adversité inutile entre les deux personnalités pour le peuple béninois? Est-ce que le peuple béninois aujourd'hui en a besoin? On a vraiment besoin. Oui, en fait, cette analyse est d'autant plus pertinente, c'est-à-dire cette analyse faite par le quotidien, où en réalité,
on comprend que ni la mouvance présidentielle, ni l'opposition en réalité n'arrivent pas à trouver les réels besoins, d'accord, actuels du peuple béninois. Finalement, c'est du peuple en Exactement. réalité qui se fout. Exact. Donc, ils n'arrivent pas à trouver les réels mots. Je vous donne juste un exemple palpable. Aujourd'hui, il y a des réformes, par exemple, qui ont été réalisées, par exemple, par le chef de l'État, par le pouvoir. Des réformes, par exemple, qui sont mal interprétées, qui sont des réformes impopulaires, par exemple, ou mal comprises par les citoyens, où il faille quand même essayer d'expliquer du peu qu'il soit pour que certains comprennent quand même l'importance de ces réformes-là. Mais à côté, lorsque l'opposition doit parler, l'opposition parfois se tâte sur les insuffisances, par exemple, du pouvoir en place, alors qu'ils ne doivent pas seulement se calquer sur ça, mais se calquer sur les réels besoins du peuple. Mieux, vous voyez, même au niveau de la mouvance présidentielle, où au lieu de se calquer sur leur réalisation, ou ce qu'ils sont en train de prévoir faire, même après Patrice Talon, ou bien peut-être pour le dauphin de Patrice Talon, quelle politique ils envisagent à l'avenir, ils se calquent sur les erreurs de Boni Yayi. Vous allez lire au niveau de la communication qui est faite par le pouvoir en place. Tout ce qu'ils sont en train de dire, ou bien tout ce qu'ils disent, se réfère toujours à Boni Yayi. C'est comme si vous n'avez pas mieux à proposer aux populations. Et à chaque fois qu'il y a des réalisations, vous voulez forcément vous comparer aux réalisations de Boni Yayi. Précédente. Est-ce qu'en réalité, c'est ce que le peuple veut? Non. Ça veut dire que vous-même, en réalité, vous n'avez pas une réelle politique que vous voulez mener après 2026. Ou peut-être que votre politique est assise uniquement sur certaines réalisations, d'abord, qui sont même impopulaires. Il y a certaines réalisations qui sont impopulaires. Dessus, vous voulez déjà encore commencer par vous taguer sur ça. Et à chaque fois, au lieu de vous s'appesantir sur ça, de réfléchir, de proposer une alternance qui quand même puisse répondre quand même aux besoins réels des peuples, vous vous targuez sur les réalisations du passé ou sur les erreurs d'un candidat qui n'est même plus candidat aujourd'hui. D'accord? Ou à chaque fois, quand vous suivez quand même cette normocommunication du pouvoir qui est faite par certains de ces agitateurs, vous comprenez qu'en réalité, qu'ils se basent seulement que sur les erreurs de Boni Yayi. À chaque chose, on rappelle Boni Yayi a tel. Vous voyez les vidéos circuler. À chaque événement, on se réfère à Boni Yayi. À chaque événement, on se réfère à Boni Yayi. Mais je dis, mais c'est quoi cette communication-là? C'est la communication des faibles en réalité. C'est la communication des faibles. Parce que ce n'est pas ce que le peuple veut de vous. Ce que le peuple veut de vous, c'est que vous lui expliquez en réalité que si nous avons attaqué tel secteur-là, c'est parce que nous avons senti qu'il y a tel besoin-là. Et que c'était plus important pour tel besoin. Et lorsqu'on avait attaqué telle chose, c'est par rapport à tel besoin net. Et aujourd'hui, on est en train de penser. Laissez faire Laissez le peuple faire cette comparaison. Voilà, parce qu'on veut encore un peu de temps, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on veut réaliser, qui sont ci, qui sont ça, qui font qu'aujourd'hui, on veut quand même une alternance qui soit basée également pour la continuité des réformes, peut-être vers 2030 ou au-delà. Mais vous restez là, vous jouez dans le même jeu, dans le même schéma dans lequel vous avez joué pour pouvoir prendre le pouvoir, c'est-à-dire le schéma de la victimisation, le schéma de la comparaison par rapport au régime précédent. Et ce n'est pas cela qui va convaincre le peuple en réalité. Et c'est en cela que tous les deux partis sont en train de se fouiller. Parce voilà. qu'au niveau quel serait l'impact de ce comportement, de ces comportements des partis politiques sur le peuple? C'est ça, l'impact réel, c'est que le peuple ne va pas se sentir intéressé par les échéances prochaines. Oui. Ou ils vont se désintéresser. Parce qu'aucun des deux, quand ne leur propose, en tout cas, une alternative qui répond en réalité aux besoins réels du peuple. Et vous avez vu, à un moment donné, même quand il devait avoir Parlement monocolore, il devait avoir tout ce qu'il y a eu, vous avez vu le désintéressement du peuple par rapport aux élections, où on a eu des taux très bas de participation. Et donc, cela dénote que s'ils n'arrivent pas à trouver, en tout cas, la vraie importance, d'accord, en ce qui concerne les réels besoins du peuple, c'est-à-dire qu'en 2026, on aurait beau avoir un duo au niveau de la mouvance présidentielle, un duo au niveau de l'opposition, mais dans le discours, on verra toujours les deux camps s'opposer. On verra que le camp Talon face au camp Yayi, alors que tout le monde en a marre. C'est fatigant. Roland Tony, la même question pour vous. Oui, je continue par... je commence par sa chute. On aura le même schéma, Patrice Talon, Boni Yayi, c'est fatigant à la limite. Ça saoule les Béninois. Ça saoule les Béninois qu'on voit chaque fois Boni Yayi et Patrice Talon comme leaders qui s'affrontent à travers des équipes ou des camps.
Et l'impact, il a bien fait de le préciser. C'est qu'à un moment donné, les Béninois diront, mais finalement, à quoi est-ce que nous voulons assister? Nous allons aux élections, finalement, pourquoi? Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent là-bas. Ils ont les militants là, ils n'ont qu'à continuer. Mais j'estime véritablement que sur la question de la communication et du pouvoir, moi, je ne trouve pas à redire pour autant autre mesure. Pourquoi je le dis? Nous sommes sur un terrain politique et les gens usent de tous les moyens, peut-être pour atteindre leurs objectifs. Pour atteindre leurs objectifs. Pourquoi? Parce que quand le camp de Patrice Talon veut vanter les mérites des réalisations, moi, je n'ai rien à dire. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. C'est vrai, mais ce sont des ressources. Ce n'est pas l'argent de Patrice Talon, c'est vrai, mais c'est l'argent du contribuable béninois. Mais ils ont fait quand même à un moment donné quelque chose que nous pouvons apprécier. Assez de près. Oui, bon, en termes de qualité, on peut apprécier. Sauf que, moi, c'est en cela que je ne suis pas d'accord avec les démocrates. Écoutez, il y a, à la place des démocrates, moi, je sais les leviers sur lesquels je peux actionner pour quand même faire taire les communicants du pouvoir. Parce qu'il y a tellement de chantiers. Moi, j'ai comme l'impression que le superflu, parfois, les intéresse mieux que l'essentiel. Quand on vient vous chanter que oui, telle chose a été réalisée, que Souboni, ça n'a pas été réalisé, quand même, il y a des éléments de langage sur lesquels vous pouvez revenir qui pourront confondre même celui qui en face de vous parle. Il y a quand même le fait que vous reveniez sur certains aspects qui pourraient faire taire carrément ces personnes-là. Mais le plus souvent, vous savez, on leur jette parfois des eaux. Ils sont en train de croquer. Quand on voit la question du code électoral, c'est une chose, c'est le détourner de l'essentiel. Parce que quand vous venez, vous parlez aujourd'hui et que vous voulez combattre un régime, vous voulez prendre le pouvoir, c'est d'abord déjà qu'est-ce que vous proposez par rapport à ce que ceux-là proposent. Ce discours, on ne le sent pas chez les opposants aujourd'hui. Donc, puisque vous ne proposez pas dans vos discours, on ne sent pas ça, les gens vont continuer à vous dire que le boulevard de la Marina, ça a été d'abord tracé par Patrice Talon, pardon. Sauf que ça n'a pas été tracé en son temps, ça existait, il est venu aménager. Mais ils vont vous dire que c'est eux qui ont tracé la voie et qui ont réalisé ça. Et vous ne pouvez rien dire parce que vous-même, vous ne voulez pas avoir un discours pour proposer quelque chose de concret. Ils viendront vous dire que oui, la statue de l'Amazon, ça n'existe pas en Afrique. C'est vrai, ça fait la deuxième statue, je crois, la plus grande en Afrique. Mais malheureusement, vous là, vous voulez venir, non? Vous voulez proposer quoi? C'est ça le véritable discours. Donc, on ne va pas en vouloir à ceux qui communiquent ce qu'ils ont fait. Ah, ils peuvent vous dire... C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ils peuvent vous dire que le Bénin, là, en réalité, que ça n'existait pas, que le Bénin s'appelait Dahomey, c'est qu'il n'y a pas de 2016 que le Bénin a changé de nom. Est devenu le Bénin. Parce que si vous ne trouvez pas un argument de taille pour les confondre, ils vont continuer dans ça. Et moi, je ne leur en veux pas. Parce que si moi, je fais, écoutez, Carole, là, j'ai ce petit portable là. Mais si vous n'avez pas peut-être d'éléments pour moi, je peux venir vous dire que j'ai acheté ça à 350 000. Si vous avez des éléments pour me confondre, confondez-moi pour me dire non, ça ne peut pas coûter 350 000, ça a coûté 100 000, ça veut dire que tu es en train de mentir. Donc, il y a des aspects sur lesquels les opposants aussi doivent communiquer. En l'absence d'arguments de taille pour convaincre les citoyens, et je le précise, je le dis chaque fois, foule n'est pas électeur. C'est ça. Que les gens ne se leurrent point. Et toute la masse que vous voyez derrière les gens pour les différentes sorties, pardon, allez vérifier. Ils n'ont même pas eu le temps d'aller prendre leur CIP. Et vous savez que c'est avec ça qu'ils vont voter. Tout à fait. Ils n'ont pas le temps d'aller prendre ça. Ça n'était même pas mieux, ils n'ont pas fait. Parce qu'à un moment donné, tout comme en 2010, quand l'opposition disait que vous appelez quand même que la LEPI, que ça va donner la victoire de Boni Yayi, et les gens ont boycotté, il a fait son chaos en 2011. Et tout comme le RAVIP, certains à un moment donné ont dit non, le RAVIP là, attention, hein, ils vont contrôler les citoyens, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Oui! Et pour ça, beaucoup ont refusé d'aller faire. Je connais, moi par exemple, bizarrement, j'ai encore même bizarrement, tout récemment, quelqu'un qui est venu chez moi, qui est une belle-sœur qui n'a pas fait le RAVIP. Ça m'a paru bizarre. Mais comment tu peux être à Cotonou et ne pas faire le RAVIP et ne pas avoir fait le RAVIP? Il y en a plein à Cotonou. Plein. Mais quand Boni Yayi va sortir là, vous allez les voir nombreux. Derrière lui. Vous dites les démocrates, les démocrates, les démocrates. Mais il faut travailler aussi à résoudre ce problème-là. Donc j'estime que véritablement aujourd'hui, le temps des communications, c'est bien possible. Et chacun cherche les moyens pour communiquer. Et fait ce qu'il veut pour dire que c'est nous qui sommes bons. Patrice Talon ne dira pas quelque part que lui l'a mal fait. Écoutez, d'ailleurs, même quand vous le voyez, le monsieur est fier de ce qu'il fait. Il ne dira pas non plus qu'il avait mal fait par le passé. Non, mais justement, mais
nous sommes venus à un moment donné où il faut faire la comparaison. On ne peut pas se passer de malheureusement, La comparaison. La comparaison aura lieu chaque fois. Ça s'impose. Ça s'impose. D'ailleurs, sous Boni Yahi, là, il ne faut pas que les gens que nous ayons une mémoire courte. Les gens sous Boni Yahi ont comparé leur régime au régime de Mathieu Kékou. On désavoué les gens de Mathieu Kékou. On l'a vu, ils l'ont fait. Donc, si les gens comparent aujourd'hui avec votre régime, faites peut-être comprendre que notre régime-là, ça a été aussi votre régime. Parce que c'est le plus important. Voilà que Mathieu Kékou n'avait pas proposé de candidat. Non, non, oui, justement, mais voilà. Mais je dis, si les gens critiquent le régime de Boni Yahi aujourd'hui, il faut quand même leur rappeler aussi que notre régime, le régime de Boni Yahi, là, a été aussi votre régime parce que vous étiez en plein dedans. D'ailleurs, même beaucoup parmi eux ministres sous Boni Yahi sont encore dans le gouvernement Patrice Talon depuis 2016. Donc, il y a des leviers sur lesquels... Ils sont comptables. Et donc, mais quand vous... Moi, je dis, les gars de la mouvance ont plein droit de faire la comparaison et de continuer leur communication. Il revient aux opposants de réfléchir et de trouver des alternatives pour convaincre les populations, à faire adhérer les populations à leur vision, mais en proposant ce discours de... Parce que le monsieur a dit clairement la dernière fois qu'il ne veut pas qu'on touche le code électoral. Vous faites quoi alors quand il dit ça? Vous n'avez pas les moyens pour lui forcer la main. Et vous savez très bien que depuis 2016, quand il dit « je vais le faire », il le fait. Il ne s'écarte pas de sa vision. Donc quand c'est comme ça, trouvez un plan B, mais commencez par avoir un discours concret. Quand on dit que, Patrice Talon dit que, à l'horizon, en tout cas, avant que l'une parte, il n'y aura plus de communes qui ne soient, en tout cas, reliées sans le bitume, en tout cas, il y aura le bitume pour le goudron pour aller dans toutes les communes, il le dit d'accord. Mais vous, quand il le dit, aujourd'hui, faites l'état des lieux. C'est vrai, je suis heureux que parfois, les gens font l'état des lieux de ce qu'il a proposé, là où il n'a pas pu réaliser. Les gens trouvent ça comme argument pour dire, bon, nous, on viendra faire ça. Mais sur la question des infrastructures routières également, aujourd'hui, ils ont fait un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous proposez quand vous serez là? À Bon-Clavi, par exemple, nous voulons tracer telle voie, nous voulons aménager la berge de la Guinée, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Mais on ne sent pas ça dans leur discours. Et à un moment donné, les populations disent, mais finalement, ceux-là aussi viennent là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et les mêmes électeurs, malheureusement, si vous regardez, et si vous voulez, vous allez voir les chiffres, les mêmes électeurs qui sont allés aux élections, bon, en 2019, on met de côté, mais 2020, 2021, 2023, vous allez voir que c'est pratiquement sensiblement les mêmes chiffres. Ça n'a pas changé pour autant. Donc, c'est les mêmes personnes acquises pour la cause du pouvoir en place qui sont allées voter pour la mouvance à proprement parler. Et ça a changé un peu parce que les démocrates sont rentrés dans le jeu en 2023. On a pu avoir quelques participations de ce côté-là. Donc voilà un peu ce qu'il faut véritablement éviter. Avant de boucler l'analyse de ce jour, je voudrais qu'on dise un mot sur le comportement de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui est allé d'abord visiter la GDIZ, puis les logements sociaux à Ouedo, et maintenant l'hôpital, le plus grand hôpital, le Chic. Voilà. En réalité, lorsqu'on observe l'ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, très rapidement. Moi, j'aime beaucoup sa démarche parce que, en réalité, lorsque vous voyez la démarche du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, vous comprenez que souvent, il ne s'attaque pas aux réalisations du chef de l'État. La plupart des questions sur lesquelles il réagit généralement est liée à la liberté d'expression. D'expression, oui. À la liberté des uns et des autres, par rapport aux exilés, par rapport aux détenus politiques entre griffes. Et donc, c'est là où il faut pouvoir faire la part des choses. Il faut pouvoir faire la part des choses lorsque vous êtes acteur politique, lorsque vous avez déjà une casquette de sagesse. Il faut pouvoir faire la part des choses entre ce qui est bien fait et ce qui est mal fait. Et donc, entre les deux, il a su, en tout cas, jouer sa partition en reconnaissant que sur les réalisations du chef de l'État, il y a eu certaines choses qui ont été faites qui méritent d'être applaudi ou d'être félicité. Et c'est le même exercice auquel nous-mêmes nous sommes soumis, généralement, lorsque nous faisons des analyses. C'est parce qu'en réalité, la plupart des analyses que nous faisons tirent beaucoup plus vers les analyses politiques. Nous ne sommes pas là pour défendre les réalisations du pouvoir. Nous ne sommes pas là également pour applaudir à tout temps les réalisations du pouvoir. Mais lorsque le sujet se pose et qu'il s'agit de certaines réalisations phares, quand même, c'est même le Béninois qui ne se réclame pas du camp du chef de l'État applaudira certaines réformes et applaudira certaines réalisations. Et l'ancien chef de l'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, sait toujours faire la part des choses à ce niveau-là.
Lorsqu'il s'agit des questions politiques, il est très rigoureux, il est très strict sur ses opinions, sur sa façon de pouvoir voir les choses. Et récemment, il a même fait, dans un passé très récent. Et donc, on ne fera jamais la communication sur ce point-là, parce que ça n'arrange pas en réalité le chef de l'État, ça n'arrange pas le pouvoir. Mais lorsqu'il mettra les pieds à la GDIZ, au Chic, et mettra en lumière certaines réalisations, par exemple, de Patrice Talon, je pense que ce sont même ceux qui décrivent la prise de position de l'ancien chef de l'État au niveau de la communication du chef de l'État, ce seront les mêmes qui vont encore faire la célébration de cette même personnalité-là. C'est pour faire comprendre en réalité que le jeu politique, c'est toujours ça. Mais il faut quand même faire la différence, faire la séparation des choses et être à des moments donnés objectif par rapport à certaines choses. Oui, je crois qu'il faut apprécier quand même ce que fait Patrice Talon. Donc, c'est pas parce qu'on est acteur politique, qu'on s'oppose à lui, que parfois il ne faut pas apprécier ce qu'il fait. Moi, j'aurais aimé, par exemple, le président Boni également aller au Chic, aller à la GDZ, pourquoi pas, aller peut-être au niveau des logements sociaux. Et rappeler quand même aussi, parce que là aussi, il n'est pas, comment vous appelez, ingénieur des BTP. Il a travaillé avec des gens et qui ont foutu le bordel en face de l'autre côté. Oh là là, ce mot, quelqu'un m'a dit de l'utiliser. Mais qui ont fait ce qu'ils veulent. De l'autre côté, des logements sociaux, Patrice Talon, on a vu de l'autre côté les logements sociaux de Boni, il y a toujours à Redo. Et donc, quand c'est comme ça, quand même, à un moment donné, il faut quand même apprécier. Moi, je pense qu'il faut se mettre là-dessus, mais apprécier. Ça ne veut pas dire qu'on encourage tout ce qui a été fait. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles on ne s'entend pas. Un personnage totalement contraire à Candace Azanahi, qui s'est également prononcé sur l'actualité nationale. Chaque citoyen de la République a sa lecture de la gouvernance de Patrice Talon. Et chacun est libre de ses opinions et les assume. Ce que je veux dire, c'est que quand on a vu quelques jours le président Boni Yayi, pardon, pas Niswa Dieudonné Soglo, prendre la parole pour dénoncer certaines choses, on a vu un silence total de la mouvance, des communicants de la mouvance. Maintenant qu'il est allé dans les logements sociaux visiter, il est allé au Chic, on voit un peu comment ça a repris. C'est à croire que ces Béninois qui ont vu ce qu'il a dénoncé étaient en congé quand il s'est prononcé sur RFI. Je voulais leur rappeler que nous sommes tous dans le même Bénin et qu'au fond, dès lors qu'un acteur politique se lève pour dénoncer les choses, même si tout n'est pas vrai, quand même sur les quelques choses, il faut avoir le bon sens parfois d'avoir part ça pour comprendre que oui, nous avons... Patrice Talon n'est pas un homme, il n'est pas Dieu, c'est un homme comme nous tous. Il ne peut être parfait dans tous les sens, ce n'est pas possible. Et lui-même, je suis conscient que, je suis sûr, pardon, que en son âme et conscience, il va se reprocher des fois pour des choses, pour dire, je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû procéder de cette manière. J'ai donné l'exemple d'Olivier Bokor tout récemment. Imaginez, si Patrice Talon avait pardonné Ricky Madougou et joué à la plus tôt, vous allez voir que le procès d'Olivier Bokor pourrait ne pas se tenir de cette manière. Parce qu'il serait obligé, il serait dit, mais c'est comme on dit enfant, le rien veut rien. Aujourd'hui, Olivier Bokor en prison aujourd'hui, Patrice Talon a beau dire tout ce qu'il veut d'Olivier Bokor, on lui collera toujours cette étiquette de ce que c'est les deux qui nous ont dirigés, qui ont fait de nous ce que nous dénonçons. Donc, mais le fait de prendre du temps avant de pouvoir se décider par rapport au cas de Joël Ricky Amadou et d'autres acteurs politiques, fait qu'il ne peut plus, il n'a pas de marge de manœuvre. Il le fait aujourd'hui. Les gens diront, c'est parce que ton ami est là-bas maintenant, mais si c'est pour ça que tu fais ça. Quoi qu'en soit ce qu'il fera aujourd'hui, on dira... Pensez-vous que le pont est totalement rompu entre les deux personnalités? Je ne sais pas, je ne suis pas avec Olivier Bokor à MCT, encore moins avec Olivier Bokor, et je ne dois pas acheter... Justement, avoir le niveau de l'ingérence de l'homme dans la gestion du pays, pensez-vous que... De toute façon, moi je vous ai dit, je ne suis pas à MCT, je suis allé à MCT avec des années. Quelques fois, je suis allé récemment pour voir des gens, on m'a empêché de voir des gens. Donc, je ne dois pas acheter Patrice Talon pour savoir si les gens, les deux, continuent de communiquer, peut-être, ou bien Patrice Talon envoie des gens saluer son ami. Est-ce que c'est possible? Écoutez, c'est bien possible. Je demande une lecture, c'est tout, en tant que spécialiste des questions de politique. La politique à des niveaux donnés est tellement dangereuse que c'est possible. Ne rêvez pas. La politique est tellement dangereuse que, même à un moment donné, votre propre fille peut vous régner. On a vu dans ce pays quelqu'un enlever son père de la liste, tête de liste, en plein processus électoral pour être tête de liste, pour être maire de Cotonou. N'oubliez pas ça.
on a vu des gens, dans une certaine mesure, renier parfois. Mais pendant que Soglo est en train de parler, aller aux logements sociaux là, et au chic là, mais son fils joue baby-foot à Boycon. Vous n'avez pas vu les images circuler le week-end. Donc pour vous dire que, merci. Attention, chacun dans la République fait ce qu'il veut, à sa lecture de l'actualité, et en fait ce qu'il veut et continue. On ne va pas en vouloir à Zanaï pour sa lecture, on ne va pas en vouloir à Nicéphore Soglo, il fait ce qu'il veut. Galiou Soglo aussi se permet de se faire plaisir. Galiou Soglo peut-être dans le froid en France se permettra aussi ce qu'il veut, comme il coûte aux États-Unis. Donc chacun fait ce qu'il veut. Marc Goudjanou, pour boucler l'analyse de ce jour. Oui, je pense que entre Olivier Bokor et Patrice Talon, c'est que le courant pourrait renaître, et peut-être pas de façon très directe, mais par certains acteurs, parce qu'il ne faut pas oublier ni perdre de vue que Olivier Bokor était au cœur du système. Et donc, justement, c'est ce qui justifie d'ailleurs ma question. Voilà, donc il était au cœur du système. Et il y a aujourd'hui dans ce même système des acteurs qu'il a cooptés, d'accord, qui se retrouvent toujours dans ce système-là aujourd'hui et qui, parfois, compte tenu de leur moralité et de leur conviction, ont toujours cette redevance-là envers Olivier Bokor. Et donc, ils ne vont pas totalement le renier. Il y en a qui ne vont pas totalement. Et ceux-là, ce seront les premiers acteurs à vouloir à ce que le courant passe entre Olivier Bokor et le chef de l'État. Et même si les deux n'ont pas un contact direct, je pense qu'avec le temps, le contact va finir par s'établir compte tenu d'un certain enjeu que les jeux jugeront peut-être utile pour qu'il y ait quand même une fusion entre eux. Moi, je pense que si même il devait avoir contact à nouveau entre les deux personnalités, les mots utilisés par le chef de l'État dans Jeune Afrique sont assez forts. Les mots sont assez forts. Vous venez de dire que la politique peut nous oui, c'est ce voilà. Oui, non, la politique est dangereuse, j'ai dit. Voilà. Donc, les mots utilisés par le chef de l'État dans Jeune Afrique, à l'endroit de son ami ou son frère d'hier, sont assez forts. Et ce qui fait qu'en réalité, parce qu'il a même dit qu'il a espéré des messages de lui. Et qu'il a en vain, il n'a pas eu de messages de lui. Mais pourquoi vous voulez forcément prendre ça comme parole de Non, je ne dis pas ça. Je fais une lecture également pour dire que même si c'est fort, peut-être que ça ne transparaît pas les acteurs dont vous parlez là, beaucoup pas mieux malheureusement, et c'est peut-être mal connaître les acteurs politiques, beaucoup pas mieux malheureusement, on dirait renier Olivier Bokor. Ce matin, oui, mais beaucoup pas mieux. Mais pas tous. Beaucoup pas mieux parce que il y en a qui ont reçu une éducation qui ne leur permettra pas de pouvoir renier directement. Ces personnes observent un silence assez plat. Mais il y en a que vous voyez maintenant devant de la scène tous les jours qui communiquent. Il y en a avec qui forcément il est encore en ce matin, justement, c'est les intérêts. Justement, mais au-delà de ça, moi je dis le niveau d'ingérence de l'homme dans la gestion du pays. Est-ce que Patrice Talon peut couper totalement le pont avec ce monsieur? Non, il peut couper le pont avec lui, mais en même temps reconsidérer les choses ou même redistribuer les cartes avec ces gens-là d'hier qui étaient avec Olivier Bokor. Parce que sachant très bien que les acteurs politiques béninois, leur problème c'est les intérêts. Forcément, ça pourra impacter également les prochaines échéances électorales. Et c'est ce que je disais il y a quelques semaines ici pour dire que les gens, certains parmi eux, ne vont pas réagir maintenant. Certains ont eu des propositions. Ils sont déjà allés dans les... sont déjà fait, en tout cas sur un plateau de Patrice Talon. Il en fera ce qu'il veut. Mais il y a des gens qui sont silencieux. Et ces personnes, et je l'ai dit, quand on accuse Olivier Bokor, ceux qui ont fait au B26 ou je ne sais quoi, ou qui ont suscité Sentinelle de Bokor, Pépinière de Bokor, tout cela, c'est qui en réalité? C'est les mêmes militants du parti UP, le Nouveau Renouveau, ou les militants du BR. Et donc ces personnes, il y en a pas mieux qui sont très silencieuses aujourd'hui, et qui attendent le moment fatidique, évidemment, qui vont peut-être s'organiser et aller contre. Et donc c'est ça le véritable nom. Aujourd'hui, et c'est pourquoi je dis que l'idéal pour le chef de l'État, c'est de chercher... De sa position, Bokor aura encore son mot à dire. Il aura son mot à dire. Merci à vous. Et même vers la fin, que ça ne vous étonne pas, parce que juste après les échéances de 2026, juste après les élections, par exemple, où on aura déjà le duo, par exemple, Patrice Talon peut-être va commencer par demander à ce qu'on libère son ami et qu'il revienne quand même à de meilleurs sentiments, parce que en réalité, le mieux à le connaître, c'est Olivier Bokor. C'est toujours Et ça veut dire que ce soit dans 5 ans ou 10 ans, par exemple, s'il n'arrive pas à régler ce problème-là, ça peut lui retomber dessus. À n'importe quel moment, il n'est pas là sans Olivier Bokor. Donc, merci à vous, Roland Tonéikès. Merci, Marc Goudjanou. Nous avons pris assez de temps pour l'analyse de ce jour.